Appel qui va être fait par Madame Pauline Martin, première vice-présidente. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous salue bien bas. Je procède donc à l'appel. Madame Marie-Laure Baudouin, Laurence Bellet, Christophe Bouquet, il est à distance, pardon. Thierry Bracmont, Christian Brault est à distance aussi. Francis Kamal, présent. Christophe Chailloux, Baptiste Chapuis, Grégoire Chapuis, Marie-Agnès Courroy, Aude Denisot est en visio, Marianne Dubois a donné pouvoir au président, Nelly Dury, Lynne Fleury, Jean-Pierre Gabel, Anne Gabory, Mathieu Gallois, pas là, Florence Galzin, Marc Godet, Présent. Hervé Gora, Présent. Alain Grandpierre, Karine Haribé, Nadia Labadi, Isabelle Lançon, Ariel Lévy, Farah Loiseau, Hélène Lorme, Gérard Malbeau, Pauline Martin présente, Corinne Melzassar, on doit être en visio, voilà, Jacques Mézas, Frédéric Néraud, Sophie Pellat est en visio, je pense. Je la vois. Oui, elle. Ah, non, c'est Madame. Non. Oui, elle n'est pas là, non. C'est Ludivine. Hugues Rimbourg. Ludivine Ravelot est en visio, on l'a vu. Jean-Luc Riglet. Hugues Saury. Vanessa Slimani est en visio. Christine Tellier. Dominique Tripet. Pas là. Philippe Vacher. Jean-Vincent Valliès. Et je pense que M. Gallois est arrivé. Voilà. Monsieur le Président, vous avez largement le quorum. Si je mets le micro, ça ira mieux. J'espère qu'à distance, tout le monde nous entend bien. Oui, oui, je vois des têtes qui bougent. D'accord, très bien. Donc, nous devons, dans un premier temps, désigner un secrétaire de séance. Je vous propose le Benjamin qui il se reconnaît immédiatement, donc Ariel Lévy, pour assurer cette fonction, qui est une fonction un peu hautement symbolique. Voilà. Il me faut aussi vous faire approuver le PV de la dernière séance d'octobre et vous faire voter. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV que vous avez reçu sur vos tablettes et qui est un PV enregistré avec des... Non, pas de questions, pas de remarques. Je vous propose de voter ce procès-verbal. Y a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Je n'en vois pas. Donc, merci. Le rapport est adopté. Bien, mes chers collègues, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière session de l'année 2021. Il n'en reste pas moins que les conditions sanitaires dans lesquelles se tient aujourd'hui notre Assemblée ne peuvent que nous préoccuper. Malgré un taux de vaccination de la population de 70,2%, une nouvelle vague de propagation du Covid est en cours à l'approche de l'hiver. Dans le Loiret, le taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 a fortement augmenté ces derniers jours. Lundi, il était de 320 cas positifs pour 100 000 habitants, le plus élevé de la région Centre-Val de Loire. Mais il reste inférieur à la moyenne nationale. Il est donc vraiment nécessaire d'inciter encore un peu plus ceux qui ne sont pas encore vaccinés à le faire rapidement et d'engager pour tous les autres la troisième injection, la troisième dose de rappel pour bénéficier pleinement de la protection du vaccin. Pour le bien collectif, l'action de tous est indispensable, que ce soit dans son quotidien familial comme dans son milieu professionnel. À cet égard, je remercie officiellement devant vous l'ensemble des 72 agents du Conseil départemental qui, dans le cadre de la stratégie nationale Tester, Alerter, Protéger, ont animé la cellule territoriale d'appui à l'isolement du Loiret, et cela depuis sa création le 19 mai dernier. Ce concours du département s'est terminé le 1er novembre. Dans un courrier qu'elle m'a adressé, Madame la préfète a tenu à saluer l'implication de nos agents, et je la cite, «
tant au regard des 1800 situations traitées que de la mobilisation exceptionnelle des 72 agents territoriaux qui la composaient, je tiens à vous exprimer, ainsi qu'aux équipes que vous avez mobilisées, ma sincère reconnaissance et vous remercie pour l'implication du Conseil départemental ayant concouru au bon fonctionnement de la CTAI. Donc en notre nom à tous, je renouvelle à ces agents nos sincères félicitations. Quoi qu'il arrive, réappliquer strictement les gestes barrières s'avère en tout premier lieu l'enjeu décisif si l'on souhaite pouvoir se retrouver en famille pendant les fêtes de Noël. Sachez qu'un message de sensibilisation a été adressé en ce sens à l'ensemble des personnels départementaux, nous conduisant néanmoins à revoir le format de nos événements, comme aujourd'hui pour la session départementale où on a respecté une distanciation entre vous. J'ai enfin une pensée pour notre collègue Christian Brault, qui est à distance. Christian, testé positif la semaine dernière et qui suivra donc la session à distance. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. J'espère. Oui, ça a l'air d'aller. Bien, mes chers collègues, si le mois de décembre est celui des traditions, notre session de fin d'année n'y échappe pas non plus. Comme à l'accoutumée, une partie de notre débat sera consacrée aux orientations budgétaires permettant de voter le prochain budget de notre collectivité lors de la session de janvier. Nous serons ainsi amenés à nous projeter sur l'année 2022 à partir du rapport d'orientation budgétaire que nous présentera Christophe Bouquet, qui est aussi à distance. Alors qu'une dégradation des finances départementales était attendue en 2021, le département du Loiret est jusqu'ici assez peu impacté par les effets de la crise sanitaire. En effet, on relève notamment que la CVAE est stable et les droits de mutation devraient même atteindre un niveau significatif avec un marché de l'immobilier particulièrement dynamique. Après la forte augmentation du RSA constatée en 2020, je vous rappelle, plus 12%, le nombre de foyers bénéficiaires du RSA semble quant à lui se stabiliser sur l'année 2021. Cependant, la fin du « quoi qu'il en coûte » annoncé par l'État pourrait impacter de façon substantielle les finances locales et avoir des répercussions sur les dépenses des départements en raison, par exemple, de la fin du maintien des droits sur les allocations chômage qui alimentera la hausse des bénéficiaires du RSA, à n'en pas douter. De plus, on s'attend à ce qu'après l'élection présidentielle, dans le cadre du redressement des finances publiques, l'État demande un effort supplémentaire aux collectivités en recourant à une nouvelle diminution des dotations, par exemple une baisse de la DGF, c'est arrivé il y a déjà à peine une dizaine d'années, je vous le rappelle, ou en appliquant à nouveau une évolution encadrée des dépenses de fonctionnement des collectivités, par exemple, là aussi, un contrat de Cahors bis, tel que celui que nous avons connu en début de mandat de cette mandature. L'incertitude liée à l'évolution des équilibres budgétaires reste donc de mise. À noter par ailleurs, dans les incertitudes de recettes, le flou que la région entretient actuellement sur les conventions départements-régions. Il s'avère qu'une convention 2015-2020 avait permis au Loiret de bénéficier d'une enveloppe de 17 millions d'euros pour financer des opérations liées au très haut débit, aux véloroutes et aux EHPAD. Cette convention est arrivée à échéance en 2020. L'année 2021 a été blanche. Et le président de la région nous a bien fait comprendre que l'année 2022 le serait également, sans compter que les enveloppes seraient sûrement largement moindres. Là encore une fois, la région dispose de sa propre stratégie d'accompagnement des territoires, mais elle doit aussi l'assumer. Elle ne peut laisser de ses partenaires dans l'expectative. Nous avons évidemment des projets en perspective dont la réalité ne dépend que de notre capacité à les financer. C'est pourquoi j'ai redit à François Bonneau, lors de notre dernière entrevue, la nécessité pour la région d'officialiser le plus rapidement possible les contours de cette future convention, s'il y a, bien entendu. Il a alors évoqué les discussions sur le premier semestre 2022. Il donne aussi la piste selon laquelle la région pourrait déployer des formations pour nos bénéficiaires du RSA. Enfin, la perte de l'autonomie fiscale pour les départements réduit très sensiblement nos marges de manœuvre sur la section de fonctionnement. Si le contexte budgétaire actuel est encore favorable, rien ne garantit qu'il le restera. Le département est largement tributaire de la forte dynamique des DMTO qui pourrait très rapidement se dégrader alors qu'il ne dispose plus d'aucun levier fiscal. Dans ce contexte, le Conseil départemental fait le choix de la responsabilité. Les efforts de gestion seront poursuivis en 2022, et 2022 verra la concrétisation de la transformation de nos politiques sociales visant à un meilleur maillage du territoire.
L'année 2022 sera également consacrée à la poursuite de nos efforts significatifs dans la protection de l'enfance, continuant ainsi à améliorer notre prise en charge. Enfin, un effort soutenu sera maintenu au profit de nos territoires, que ce soit dans le cadre d'opérations d'investissement en maîtrise d'ouvrage ou en soutien aux collectivités. Cela reste un axe structurant de notre action. Les rendez-vous des territoires, organisés par le département cet automne, dans les 5 bassins de vie du Loiret, ont révélé les satisfactions, mais aussi les besoins des communes vis-à-vis du conseil départemental. Ces moments de rencontre ont permis des échanges directs entre les maires et l'exécutif départemental. La mise en œuvre par petits groupes a favorisé les discussions encore plus fines et fructueuses pour la compréhension des attentes des territoires et l'explication de certaines difficultés nécessitant l'intervention du département. Je crois en cette nécessité de nourrir un dialogue permanent et de construire une confiance réciproque avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les élus municipaux, les associations, les principaux de collèges ou les directeurs d'EHPAD, tous les acteurs locaux avec lesquels nous sommes quotidiennement en contact. C'est ce qui, nous le savons, fait la marque de fabrique de notre collectivité. Pour agir efficacement durant les 7 prochaines années du mandat, il nous a semblé pertinent de fixer un cap. C'est pourquoi l'Assemblée départementale a engagé dès septembre une réflexion visant à préciser les contours du nouveau projet de mandat. Des séminaires de commission se sont tenus. De grands axes de travail ont pu ainsi émerger, à partir desquels nous pouvons aujourd'hui présenter ce guide des futures actions départementales. Vous l'avez reçu dans vos Vocabox il y a quelques jours. Il aura pour vocation à servir tout au long de 7 prochaines années de feuille de route pour les élus comme pour l'administration départementale. Au regard de la situation financière complexe à appréhender pour les prochaines années, j'ai souhaité que l'on prenne le temps d'élaborer précisément, au cours du premier semestre 2022, un plan pluriannuel d'investissement. Il faudra qu'il soit à la fois ambitieux, mais aussi raisonnable pour tenir compte de l'ensemble des considérants budgétaires exposés préalablement. Ce PPI que nous adopterons l'année prochaine viendra ainsi compléter ce projet de mandat qui s'articule autour de 4 objectifs. Premièrement, accélérer notre démarche de transition environnementale. Il s'agira d'intensifier la démarche Loiret Planète en Tête, initiée depuis 3 ans par le lancement d'un vaste programme de rénovation énergétique dans l'ensemble de nos collèges, par la production d'énergie renouvelable ou par la création d'un véritable schéma départemental cyclable pour favoriser les liaisons douces. Le département du Loiret accentue ainsi ses efforts. Il s'est fixé l'objectif de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 17% d'ici 2026 et 25% d'ici 2030. Pour cela, vous serez invités à participer à la COP interne en début d'après-midi afin d'échanger avec nos agents qui ont travaillé sur les pistes de travail. Une synthèse sur les débats intervenus pendant la consultation interne sera réalisée demain matin et un plan d'action bas carbone vous sera ensuite soumis au vote lors de la session de janvier 2022. Vous avez été amené à voter d'ailleurs, je vous incite à voter avant 11 h aujourd'hui sur Atelier de vos idées. Vous avez 5 votes. Deuxième priorité pour le département, la question de l'emploi. Le retour pérenne à l'emploi est le moyen le plus efficace pour assurer l'insertion ou la réinsertion des personnes dans la société, la redécouverte d'une forme de stabilité par l'obtention de ressources financières et d'un logement. C'est pourquoi le département s'investira dans l'animation en proximité d'un maillage d'entreprises sur le territoire, renforcera son service placement à l'emploi et créera un label départemental des entreprises engagées pour l'insertion par l'emploi. Il est également évident que les investissements qui seront réalisés dans le domaine, dans le Loiret, seront également un gage de dynamisme économique pour les entreprises locales. Tout comme l'aménagement du territoire par de nouvelles infrastructures, doit rester un atout pour un développement équitable à l'échelle du département. Troisième axe, une constante. Le département doit toujours se poser comme garant de la solidarité. Chef de file en matière de solidarité, le département entend ne laisser personne au bord du chemin. Seniors en perte d'autonomie, personnes en situation de handicap ou ayant perdu leur emploi et sans ressources, victimes de violences intrafamiliales, enfants en difficulté et privés de protection familiale, ayant besoin d'assistance du département, etc. La collectivité offre un accompagnement social à tous ceux qui en ont besoin. Dans ce domaine, le département s'engage notamment à créer 150 nouvelles places d'hébergement pour la protection de l'enfance en danger, à favoriser le maintien à la maison des personnes âgées
tout en continuant à accompagner la restructuration d'EHPAD, à réduire les délais de traitement de la maison d'autonomie et à créer des solutions de santé sous forme d'unités itinérantes de prévention ou de cabines de télémédecine. Le sport, à travers Terre de Jeux 2024, mais aussi la culture, grâce à la création d'une véritable saison culturelle départementale, devront participer à l'enrichissement du lien social que l'on entretient entre les Loiretains. La solidarité entre les habitants s'accompagne d'une solidarité territoriale. En cela, le département poursuivra sa politique de mobilisation en faveur des territoires et renforcera cette boîte à outils baptisée Cap Loiret, dédiée à l'accompagnement des communes dans leurs propres projets. Enfin, pour son avenir, le Loiret doit rester une terre d'innovation et de valorisation des initiatives et des talents. La réussite impérative de cette transition environnementale et le besoin de surmonter les difficultés financières qui se profilent vont nous obliger à faire preuve, dans un futur proche, d'encore plus d'imagination et d'agilité pour pouvoir continuer à accompagner nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, tout en poursuivant un développement attractif de notre territoire. Dans cette réflexion globale, la simplification des procédures reste un enjeu majeur et doit permettre au département d'agir avec plus de souplesse auprès des territoires et des populations en évitant toute redondance inutile. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, nous plaçons beaucoup d'espoir dans ces 7 prochaines années, assurés de la volonté politique qui nous animera pour conduire ce programme d'action ambitieux, déterminé, mais aussi solidaire. L'échelon départemental, qui est bien connu du grand public, est identifié politiquement et joue un rôle de grand frère pour l'ensemble des communes. Cet échelon départemental a ainsi historiquement démontré sa pertinence et sa légitimité. Qui peut encore imaginer, concevoir, depuis Paris, des solutions uniques aux problématiques du quotidien des Français, sachant que ces problématiques varient aussi bien d'une région à l'autre que d'un quartier à l'autre? Comme cela a été affirmé et réaffirmé aux Assises des départements de France, qui se sont tenues les 2 et 3 décembre derniers à Bourg-en-Bresse, l'État doit retrouver le chemin de la province et s'appuyer davantage sur ses territoires et ses acteurs locaux. Cela en toute confiance, car l'enjeu des prochaines années pour notre démocratie est bien de réussir à apporter des réponses cohérentes et efficaces aux attentes de nos concitoyens. Au moment même où la reprise économique doit être accompagnée et où les difficultés sociales pourraient s'intensifier, mes chers collègues, je vous propose d'œuvrer ensemble, à l'écoute de nos concitoyens et dans la proximité avec nos territoires, car vous en êtes convaincus comme moi, j'en suis sûr, les départements sont une vraie chance pour la France. Je vous remercie. Et vous passe la parole maintenant à ceux qui le souhaitent. Bien, alors, il y a Hélène Lorme, Hugues Rimbourg, d'accord, et puis Xori. Alors, Hélène. Merci, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les conseillers départementaux. Cette période de l'année est celle du débat d'orientation budgétaire. Nous ne pouvons que nous réjouir collectivement d'une situation budgétaire saine du département et beaucoup moins alarmante qu'annoncée en début d'année. Depuis de nombreuses années, lors de ce débat, vous associez invariablement responsabilité à prudence. Prudence sur la recette attendue et prudence sur les dépenses prévues. L'équation budgétaire est certes obligatoire, mais la responsabilité de notre département va bien au-delà. La responsabilité du département dans l'évaluation de nos politiques publiques tout d'abord. Le débat d'orientation budgétaire est la période de construction de notre budget. Il est l'occasion de poser sur la table la question de l'efficacité des politiques. Pour objectiver ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui pourrait être amélioré. Pour ce mandat, vous avez créé, et nous le saluons, une commission finances et évaluation des politiques publiques. À ce stade, et depuis le début du mandat, nous avons abordé le sujet des finances. Nous n'avons cependant pas encore eu d'informations sur la manière avec laquelle vous souhaitez procéder à l'évaluation des politiques publiques du département. À quel rythme? Sous quelle forme? Avec quels critères? Nous aimerions donc en connaître davantage sur cette mise en œuvre, car plus nous serons précis sur les évaluations, plus nous agirons en responsabilité pour améliorer les services rendus aux Loiretains et aux Loiretaines. Pour travailler dans ce sens,
et lorsqu'un 5e des membres du conseil départemental le demande. Ce dernier délibère de la création d'une commission d'information et d'évaluation qui est chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Les 12 élus d'opposition des groupes socialistes et républicains, OSELV et PCF, l'Humain d'abord, déposeront auprès de vous, Monsieur le Président, dans les jours qui viennent, une demande de création de missions d'information et d'évaluation consacrée à la protection de l'enfance qui nous permettra collectivement d'évaluer la pertinence et l'efficacité de nos dispositifs. Responsabilité du département dans la transformation des politiques départementales. Récemment, le département a mis en place une nouvelle organisation de ses politiques sociales sur tout le territoire. Ainsi, les MDD, Maisons du département, ont été remplacées par des ADS, Agences départementales des solidarités, elles-mêmes divisées en équipes pluridisciplinaires. Un des objectifs étant d'avoir un interlocuteur unique et, si nécessaire, une orientation vers une équipe pluridisciplinaire. Si nous partageons le besoin de simplification et si nous partageons l'idée de gagner en proximité avec les Loiretaines et les Loiretains, nous relayons également des craintes et des difficultés rencontrées ces dernières semaines sur l'application de cette nouvelle organisation. Dans nos territoires, les CCAS nous ont alertés sur l'impression d'être de plus en plus sollicités, sur le fait de ne pas savoir comment leur travail s'articule avec le département dans cette nouvelle organisation. Ces remarques ont dû vous être relayées. C'est un moment important. Nous sommes au cœur d'une crise sociale. Il y a un besoin fort d'accompagner les publics fragiles dans nos communes. Et il est indispensable que le département soit présent et joue son rôle, que cette nouvelle organisation atteigne son objectif de simplification tout en gagnant en efficacité et en services rendus. Nous souhaiterions être davantage informés sur la mise en place de l'installation de cette nouvelle organisation. Nous souhaiterions être davantage informés sur le suivi et sur les ajustements qui pourraient être réalisés. Pour conclure, nous pouvons associer à la prudence que vous évoquez et à la responsabilité que nous avons soulignée la notion de confiance. En effet, lors du précédent mandat, les conseillers départementaux d'opposition que nous sommes pouvions faire valoir en toute franchise nos différences, tout en travaillant collectivement avec la majorité dans le sens de l'intérêt général. Pour ce mandat, notre état d'esprit est le même et nous souhaiterions qu'il soit partagé. Malheureusement, plusieurs signaux envoyés au cours des premières semaines de mandat nous font douter de cette réciprocité. Vous le savez, Monsieur le Président, nous avons été très surpris de la publication d'un magazine départemental il y a quelques semaines intitulé « Pour vous, un département en action ». Nous n'avons pas été associés à sa conception. Nous avons appris au dernier moment la parution de ce document et nous n'y avons pas eu d'espace d'expression politique. Cette question de l'expression de groupe est pourtant régie par un article du Code général des collectivités territoriales et nous regrettons fortement le choix que vous avez fait de ne pas respecter cette règle. Par ailleurs, à plusieurs reprises, nous constatons, contrairement au mandat précédent, des difficultés à avoir des réponses à nos questions que nous pouvons vous poser ou poser au cabinet, avec des courriers restant lettres mortes ou avec des réponses tardives. Nous regrettons également que des rapports importants soient étudiés en commission quelques jours, voire le jour même des sessions, que le projet de mandat soit mis au vote de cette session alors qu'il nous a été mis à disposition il y a à peine 3 jours, et nous vous demanderons le report de ce vote. Nous regrettons également la découverte d'une délégation de conseillers départementaux de la majorité au congrès de l'ADF sans que nous ayons été invités ni même prévenus. Cette confiance et cette transparence, nous la devons aussi aux Loiretaines et aux Loiretains, comme nous devons leur faciliter l'accès à nos débats par la diffusion en direct et en replay des diffusions départementales. Nous espérons que ces épisodes ne se reproduiront pas et que nous pourrons à l'avenir travailler sereinement et en confiance, avec pour objectif l'amélioration de la vie quotidienne des Loiretaines et des Loiretains. Je vous remercie de votre écoute. Bien, qu'est-ce que c'était bien l'ancien mandat, j'ai l'impression. Ça se passait super. Là, maintenant, il y a de nouveaux élus et donc il y a un nouveau président peut-être et ça se passe moins bien. Non, j'ai pas l'impression d'avoir changé tant que ça en quelques mois. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un revirement aussi spectaculaire que vous l'annoncez. Je pense qu'on est toujours dans les mêmes objectifs, on est toujours dans les mêmes... dans le même mouvement, la même transparence, je dirais, parce qu'il y a vraiment une transparence qui est totale. Donc, je vais répondre à une partie, puis je pense que Pauline Martin répondra sur la partie transformation de l'action sociale.
Par rapport à l'ADF, bon, oui, vous étiez informé comme tous les élus qu'il y avait un congrès de l'ADF. Après, si vous souhaitiez y aller, vous pouviez y aller, évidemment. Vous inscrire pour y aller, si, bien sûr. Mais rassurez-vous, il n'y avait aucun élu de gauche. Donc, puisque il y a juste le président la Dordogne, Perrault, qui est venu la première journée, et le lendemain, c'était Jean-Luc Glaise. Sinon, c'était blackout total, puisque les élus de la minorité à l'ADF ont considéré qu'il n'était pas prudent de se réunir à plus de 1000 personnes à Bourg-en-Bresse, malgré les gestes barrières, malgré tout ce qui pouvait être mis en place. Donc, voilà, je ne suis pas sûr que vous seriez venu si vous aviez vraiment eu les invitations, mais je vous répète que le congrès de l'ADF, il était ouvert à tout le monde, évidemment. Par rapport au numéro hors série, oui, effectivement, il n'y a aucune tribune. Il n'y a pas de tribune de la majorité, il n'y a pas de tribune de la minorité. Mais c'était le cas sous l'ancien mandat qui était si bien, qui était si beau. Ça a été le même cas, je l'ai sous la main. Cherchez la tribune dans celui-ci. Même modèle, c'est exactement le même. Alors, ce qui était bien à l'époque de Huxory, c'est moins bien à l'époque de Godet. Il me semble que le chrono n'était pas le même. Hein. Exactement, on a repris exactement la même chose. On a fait exactement la même chose. Vous regarderez, ce sont les mêmes. Retrouvez dans vos archives, vous verrez, c'est le même. Donc, bon, après, moi, je veux bien. Bravo, tu feras me donner la recette pour être bon. Bref, donc là, on a repris la même chose. Bon, c'est tout. Hein, c'est pas, il n'y a pas eu plus ça ne va pas plus loin. C'est un document, enfin, c'est une publication qui est un peu institutionnelle, qui reprécise les compétences départementales. Il n'y a pas d'expression politique dans ce journal. À signaler, je signale aussi que nous avions jusqu'à maintenant dans l'écriture une proportionnalité quand même assez stricte. Je pense qu'on a quand même largement ouvert. On est plus sur une expression qui est proportionnelle à la représentation. Donc c'est vrai que pour nos élus Hugues Rimbourg et Christine Tellier, ou pour Dominique Tripet et Mathieu Gallois, il y avait une expression qui était réduite à une phrase et demie ou deux lignes. Le groupe socialiste avait une page plus importante. Là, on a donné beaucoup plus. Bon, voilà, je pense que c'est un effort qui a été fait et on l'assume parfaitement. Bien, donc sur les autres points, le premier point, l'évaluation. Oui, l'évaluation, laissez-nous mettre en place cette commission. L'évaluation, je verrai avec notre directeur général des services et avec Christophe Bouquet et les collègues de l'exécutif comment on peut proposer une évaluation de nos politiques publiques. C'est dans le libellé de la commission, donc ça sera fait assurément dans l'année 2022. Ensuite, sur les points où je peux répondre, sur redonner la confiance, mon travail collectif. Alors, la transformation de l'action sociale. Bon, ça, je laisserai Pauline, mais c'est vrai que vous l'avez vu, l'idée, c'est de revenir au plus près du territoire. C'est ce que demandaient les élus. Et surtout, ce qu'on a constaté, c'est que parfois, il y avait des redondances dans l'action d'un CCAS et l'action du département. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde en relation, en lien, et de travailler au plus près du territoire. C'était l'objectif, et c'est l'objectif recherché. Donc, je vais laisser Pauline en dire deux mots, et puis après, je reprendrai d'autres points. Effectivement, sur la transformation des politiques sociales, alors laissez-nous le temps d'installer les choses. Honnêtement, on est au milieu du gué. C'est effectif. On a demandé aux équipes de se mettre en ordre de marche depuis le 8 novembre. Donc, c'était il y a un mois. C'est compliqué, hein, parce qu'il faut que chacun trouve ses marques. Donc, il faut un petit peu de temps. On le sait, on est dans la période de fragilité. Les responsables de paix doivent prendre contact avec les élus locaux et les CCAS. La seule chose, c'est qu'il faut que là, elles trouvent leur marque. Donc, je pense qu'on en a pour 2-3 mois un petit peu de fragilité. Si vraiment il y a des points d'achoppement, des points de problème, surtout, signalez-le nous. On a échangé avec Vanessa Slimani sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, en ce moment, on est un petit peu... Voilà, il faut que chacun trouve ses marques, sachant que la deuxième étape, c'est la localisation. Et donc, il va falloir on commence à trouver des locaux
réseau sur les territoires et en particulier sur la métropole pour pouvoir accueillir vraiment les équipes pluridisciplinaires. Donc aujourd'hui, on a finalisé les recrutements des responsables d'équipes pluridisciplinaires. Les derniers ou dernières arrivent là, ont dû arriver cette semaine ou la semaine dernière. Donc voilà, oui, en ce moment c'est un petit peu flou, oui, je confirme. Voilà. Mais je vous dis, laissez-nous le temps et surtout n'hésitez pas à m'interpeller sur le sujet. Voilà. Bien, donc je pense que tu auras quelques appels. Par rapport à la mission d'information liée à la protection de l'enfance, oui, effectivement, donc il y a une demande. C'est dans le règlement intérieur, c'est ce que me précisait M. Dumay. Donc vous nous envoyez votre demande et puis il y a un mois pour mettre en place et puis ensuite ça passera en session. Mais vous vous souvenez qu'il y avait eu quand même le rapport de la Chambre régionale des comptes qui a détaillé toute qui a évalué, je dirais, nos politiques de la protection de l'enfance. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est la session dernière. Ce rapport vous a été présenté. Bon, on peut aller plus loin et on peut le faire aussi en interne, évidemment, en toute transparence. Je le rappelle, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Bien. Donc, j'avais Hélène Norme, Hugues Rimbourg, et puis ensuite Hugues Saury. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux. Les rapports que nous allons examiner aujourd'hui et demain soulignent le niveau très élevé des investissements que réalise le département. Cet effort d'investissement est rendu nécessaire par la transition énergétique que nous devons mettre en œuvre. Un des aspects de cette transition est la réduction des gaz à effet de serre. La COP interne montre bien la diversité et l'ampleur des actions à engager en la matière. Un autre aspect est celui de la production d'énergie. Quels que soient les choix en matière de nucléaire, tous les scénarios de transition énergétique, que ce soit ceux de RTE, de l'ADEME ou de Négawatt, soulignent qu'il est nécessaire de combiner et d'accroître toutes les sources d'énergie renouvelable possibles pour arriver à satisfaire les besoins. Cela implique, en ce qui concerne le solaire ou l'éolien, de démultiplier les sites de production sur l'ensemble du territoire. Les projets d'installation éolienne font l'objet d'une opposition croissante. On peut faire le pari qu'il en sera de même lors du développement du photovoltaïque. La question de l'acceptabilité sociale va devenir un enjeu majeur dans la transition énergétique. En parallèle, le fossé croissant entre les décideurs politiques et la population est préoccupant. Une des solutions envisagées, ce n'est pas la seule, celle de la démocratie participative. Mais derrière les déclarations d'intention, les actions impulsées au titre de la démocratie participative sont rares et souvent limitées dans leurs ambitions. Personne ici n'a de solution toute faite à ce problème, et on doit être modeste sur ce sujet. Par contre, il y a une nécessité d'expérimenter et d'inventer ce qu'est la démocratie participative. Les projets citoyens de production d'énergie renouvelable apparaissent comme une solution possible à ces problèmes. À la fois produire de l'énergie localement et durablement, et en même temps impliquer les citoyens dans les politiques publiques. Le principe est simple. Plutôt que de faire appel à une société privée, la production d'énergie est assurée par une structure qui associe les citoyens, les associations, les collectivités et des partenaires privés. Ce genre de montage est promu à la fois par l'Europe et par la France. Et il a fait ses preuves en termes économiques. Il permet de maximiser les revenus pour les territoires. Au-delà de l'aspect purement économique, l'ambition de cette approche est de permettre l'implication des citoyens dans les décisions qui les concernent. Faisons le pari que c'est une des solutions pour retisser le lien entre les citoyens et les décideurs politiques. Le projet de centrale photovoltaïque du département peut faire l'objet d'une telle approche et constituer un site pilote pour expérimenter la participation des citoyens aux projets énergétiques sur notre territoire. Je vous remercie. Bien, merci pour votre intervention. Effectivement, alors vous étiez présent hier après-midi pour la COP interne. On a vu de beaux échanges, on a vu de belles propositions. Je pense que vous étiez aussi d'accord avec nous tous. Nos services se sont mobilisés, un bel élan, avec, bon, je l'espère, des votes qui se déroulent bien depuis hier midi jusqu'à 11h aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est aussi, d'une part, de réduire nos consommations, surtout, réduire notre empreinte. Et là aussi, il y a des pistes qui sont importantes, vous le signalez, et je pense qu'on est tous aussi ici réunis pour trouver ces pistes, ces réflexions pour réduire nos consommations. Et puis la production, effectivement, dans le même temps, nous avons des sites qui peuvent accueillir une centrale photovoltaïque, produire de l'énergie,
pourquoi pas essayer d'aller plus loin, produire de l'hydrogène. Ça, je dirais que c'est une vision un peu plus éloignée. Mais travailler avec les métropoles, c'est sûr, parce qu'on est pratiquement sur le même secteur pour cette production d'énergie. Après, on ne sait pas encore, on n'a pas encore vraiment réfléchi sur quel système on doit mettre en place pour produire quel sera l'outil de production, c'est-à-dire quels seront les moyens. Est-ce que c'est une société d'économie mixte? Est-ce que c'est tout autre? Est-ce qu'on concède? Est-ce qu'on fait par nous-mêmes? Voilà, je pense qu'il y a un modèle à créer, il y a un modèle pour pouvoir mettre en place cette production d'énergie. Il faut qu'on se donne quelques mois pas quelques années, quelques mois, pour pouvoir définir justement les moyens de produire l'énergie sur notre territoire. Voilà, donc quant aux éoliennes, effectivement, c'est un vrai sujet, un sujet qu'on retrouve partout, éoliennes, méthanisation. Dès lors qu'il y a un projet d'éolienne qui arrive sur un territoire aujourd'hui, je dirais que c'est une levée de bouclier. Et ça signifie qu'il faut bien trouver d'autres solutions pour que l'acceptabilité, comme vous avez signalé, elle soit bien là. Et puis, la méthanisation, c'est pareil. Dès l'instant, on a une fabrication, enfin une usine de méthanisation, et ben là aussi, souvent, ça pose des soucis. Et on voit bien qu'il y a aussi souvent des remarques sur les registres d'enquête publique, voire même des manifestations. Donc, tout ça, il va falloir l'accepter, il va falloir concerter aussi, effectivement. Pauline, je vois que tu as la main sur le... Non, je voulais parler de méthanisation. Oui. Ok, oui. Donc, moi, honnêtement, par rapport aux éoliennes, je demande clairement un moratoire sur le déploiement d'éoliennes sur le territoire, parce que c'est aujourd'hui, on ne peut plus laisser faire les entreprises qui démarchent les communes. Et vous remarquerez, quand ils vont voir une commune rurale, évidemment, les éoliennes ne sont pas implantées près du cœur de la commune, ils sont implantés en limite de la commune en général, et la limite est parfois très proche de l'autre commune. C'est une stratégie qui est quand même un peu étonnante. On a vu ça sur tout le Nord-Loiret, où systématiquement, la commune qui reçoit l'éolienne se dit « ouais, c'est bien, s'il y a un apport, quelque part, c'est juteux financièrement », mais on les pose au plus loin, en limite, et parfois la commune d'à côté se trouve impactée. Bien, Hugues Saury. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je ne sais pas si je dois intervenir maintenant parce que mes propos n'ont pas de lien direct avec l'ordre du jour de la session, mais sur l'actualité législative, comme vous me le demandez. Donc, s'il y a d'autres interventions en lien avec la... Peut-être Christophe Chailloux avant, alors, du coup. Oui, simplement deux remarques. La première, pour dire à Pauline Martin qu'effectivement, je crois que chacun comprend que dans des périodes de réorganisation, les réponses ne sont pas immédiatement prêtes et qu'il faut sans doute... mais dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est absolument être dans l'information et la concertation. Très honnêtement, un certain nombre de CCAS, vous le savez, vivent un peu difficilement la situation. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est un transfert. Parce que moi, je veux bien qu'on dise que les communes sont dans la proximité, certes, mais sur un certain nombre de sujets, ce n'est pas leur compétence, quoi. Et ils n'ont pas le financement pour cela. Et dans des situations qui sont déjà tendues, un certain nombre de collègues dans les CCAS estiment qu'elles remplissent des missions qui sont des missions du département. Et qu'à un moment donné, ça doit se faire de façon pleinement concertée. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on apprend qu'effectivement, il n'y a plus de permanence, il n'y a plus personne, il y a des gens en arrêt, etc. Et que du coup, on dit, écoutez, adressez-vous à votre CCAS. Donc ça, c'est pas possible. Y compris, je le dis, que les élus, les maires et les conseillers départementaux en soient informés. Moi, quand j'apprends qu'on recherche des mètres carrés pour accueillir des équipes dans des nouveaux locaux, enfin, très honnêtement, je trouverais logique que les conseillers départementaux, les maires soient informés. Enfin, je veux dire, apprendre ça la part des services, en disant, au fait, il faudrait qu'on trouve des mètres carrés, des locaux. Ah bon? Mais donc, très honnêtement, ça part d'une très bonne intention, mais ce type d'information, il doit être absolument partagé avec, d'abord, les élus locaux, quoi. On ne peut pas, Monsieur le Président, vous n'arrêtez pas, et c'est logique, d'avoir des discours encore tout à l'heure sur la proximité, il faut, mais vous-même ne reproduisez pas ce que vous reprochez à d'autres de faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si véritablement le souhait c'est dans la proximité, eh bien, il faut échanger, il faut concerter, y compris sur les difficultés. Chacun peut comprendre, y compris nous sommes nous-mêmes parfois confrontés à des difficultés de gestion dans nos propres services.
ce qui est important, c'est quand même qu'on en parle, quoi, qu'on débarque pas avec des situations à gérer. Voilà. Donc vraiment, encore une fois, on peut comprendre qu'il n'y a pas toutes les réponses, que c'est compliqué, qu'il faut mettre tout ça en place. Mais nom d'un chien, il faut communiquer là-dessus. Y compris d'abord et avant tout avec les élus locaux, et notamment les conseillers départementaux. Sinon, ça ne sert à rien. Et puis, deuxième remarque que je souhaite faire, c'est en ligne avec ce qu'a évoqué Hélène, c'est aussi qu'on puisse prendre le temps de pouvoir examiner, débattre des propositions. Enfin, un projet de mandat qui est la somme d'un travail considérable et sans doute d'une très grande qualité, on ne peut pas avoir ça 3 jours avant. Enfin, je veux dire, c'est pas possible à un moment donné. Ça suppose que nous-mêmes, nous ayons le temps collectivement d'en parler, ce qui n'a pas été le cas, y compris entre nous, quoi. Il y a sans doute, moi je l'ai parcouru rapidement, donc il y a plein de choses sur lesquelles je suis pleinement d'accord, j'imagine, mais on doit avoir le temps. Et puis, toute dernière remarque, Monsieur le Président, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris dans une publication départementale. Il y en a beaucoup, hein, c'est bien. Et que vous reprenez là, c'est cette carte-là. Elle est belle, mais très honnêtement, ce choix de colorer les cantons. Mais non, mais très honnêtement, moi, je n'ai jamais eu de souci par rapport à l'engagement qui est le mien. Y compris, il est connu. Mais moi, je suis conseiller départemental du département du Loiret, au service de l'ensemble des citoyens de mon canton, avec Hélène Lorme, on s'efforce de travailler au service de tous et toutes. Et je n'ai pas à être coloré, d'une certaine façon, d'apparaître dans un océan, c'est peut-être d'ailleurs ça l'intention, dans un océan bleu, là, qu'on voit au milieu quelque chose qui est vraiment un arc-en-ciel, là, voilà, rouge, rose, vert, mais très honnêtement, quel est l'intérêt de cela? Nous sommes des conseillers départementaux au service de l'ensemble des habitants de notre canton, de nos cantons et du département. Et je vous demande, Monsieur le Président, à l'avenir, de ne plus faire cette distinction qui n'a, me semble-t-il, aucun intérêt pour les habitants du département, très honnêtement. Et donc, je redis que là, on est quand même dans une démarche qui, à mon avis, est un peu plus que de l'information, quoi. Et comment? Ben non, c'est pas comme ça. Je dis que je n'ai pas en mémoire, mais il faudrait qu'on regarde peut-être, que cela intervenait dans des publications sous les mandats précédents. Je ne suis pas certain. Et donc, très honnêtement, je vous demande, et nous vous demandons, à l'avenir, de respecter le fait que nous sommes, certes avec des engagements politiques sur lesquels moi je n'ai aucun souci, mais que nous sommes avant tout des élus au service de l'ensemble de nos départements. Bon, l'océan, il est bleu pâle quand même. Hein, bon, mais oui, mais c'est comme dans les expressions politiques dans vos groupes, vous mettez groupe socialiste, républicain, citoyen. Enfin, après, il y a aussi le groupe des élus verts, et je ne sais plus. Après, et pareil pour le Parti communiste. Donc, quand vous exprimez dans les pages du Loiret-Mag, vous exprimez... Non, oui, bah ça... Oui. Là, Monsieur le Président, je suis désolé de vous interrompre, mais vous confondez beaucoup de choses quand même. Hein. Tout à l'heure, vous nous disiez « Ah, mais c'est le même document qui a été fait sur Uxori ». La première page, d'abord, elle était très différente. Le contenu, y compris de l'éditorial, me semble, n'était pas forcément le même. Donc, il y a des publications institutionnelles, et si elles sont institutionnelles, elles respectent ce qu'est une institution, et notamment le fait que nous sommes des élus qui sommes au service et en représentation de l'ensemble des habitants de nos cantons. S'il s'agit de publications ou d'espaces qui ont vocation à des expressions politiques, là, il y a effectivement cette distinction qui est souhaitée, ou pas d'ailleurs, en fonction des engagements politiques des uns et des autres. Mais là, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une publication officielle, d'un projet de mandat. Je ne vois vraiment pas l'intérêt qu'il y a de distinguer, en fonction des couleurs des uns et des autres, sur l'arc politique. Enfin, voilà, je le dis, il y a deux choses. Il y a l'institutionnel, il y a l'aspect plus politique. Il faut bien distinguer les choses.
Bon, ok, mais alors, vous avez été élu sous une couleur politique que vous ne reniez pas. Donc, d'accord, et je ne vois pas en quoi ça vous gêne d'assumer cette couleur politique dans l'Assemblée. Oui, bon, on va rechercher si ça ne se passe pas ailleurs, dans d'autres collectivités municipales, par exemple. Comment? On parle du Loiret, moi je m'en fous de ce qui se passe ailleurs. Non, mais... On parle du Loiret. Je vous dis que nous sommes des conseillers départementaux au service de l'ensemble des habitants du Loiret. Et que s'agissant d'une publication institutionnelle, ouais, je m'en fous de ce qui se passe ailleurs. Je dis simplement que dans le Loiret, nous sommes des élus au service de l'ensemble des habitants. Ben, tout comme nous aussi, avec un engagement... Bon, toujours est-il que dans une collectivité comme la nôtre, il y a une majorité, une minorité. Bon, voilà, c'est... Bon. Oui, tu vas répondre sur... Pauline va répondre sur la partie transformation de l'action sociale. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre très précisément, sur l'information, clairement, en commission générale, on a présenté, il n'y a pas si longtemps que ça, les avancées de la transformation des politiques sociales. Et vous avez tous ici, élus, été informés du fait que nous chercherions des locaux. Maintenant, pour moi, on n'a pas actionné le dispositif de recherche de locaux aujourd'hui. Alors, si les services se sont un petit peu mobilisés autour de ça, peut-être, mais moi, en tout cas, je n'ai pas donné aujourd'hui d'accord pour partir à la recherche de locaux. Alors, il y a peut-être un sondage qui est fait, mais clairement, donc ça, cette information, vous l'avez lue. Après, je suis parfaitement d'accord avec l'information sur les élus locaux, maires ou président de CCAS ou vice-président de CCAS. Donc là, on va avoir des comités de territoire où on va réunir effectivement les élus locaux pour avancer ensemble dans cette construction-là, et en particulier sur ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Voilà. Bien, sur ces sujets, c'était sur ce sujet-là que tu avais levé la... Non, Marie-Agnès? Oui, vas-y. Certains votent le budget avec conviction, d'autres le refusent avec conviction aussi. Donc il y a ceux qui... Oui, bien sûr, non, mais il y a ceux qui votent favorablement et ceux qui votent, qui s'abstiennent ou qui votent contre. Bah oui, c'est... On n'est pas tous... moi, je veux bien qu'après qu'on intègre tous la même majorité. On sera... Bah si, ça pourrait. Oui. Bien sûr, mais il y a quand même... Oui, bon, écoute, on va pas faire un débat sur ce sujet-là. Quand vous présentez, je ne sais pas si j'imagine qu'on représente souvent avec des camans de vous. Là, ici, on est sur une représentation territoriale. Donc, c'est vrai que c'est sur le territoire, quand vous avez une liste de... Je ne sais pas, quand vous présentez la France avec pour les députés, vous avez bien... la blanche de la France n'est pas toute bleue, même si les députés travaillent dans l'intérêt de la nation. On peut le supposer, en tout cas. La France, vous voyez, il y a des circonscriptions qui sont rouges, d'autres roses, d'autres vertes, d'autres bleues, bleu foncé, bleu clair. Oui, bon, allez, bien. Est-ce qu'il y a d'autres sur le même sujet, toujours? Baptiste Chapuis. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, juste pour illustrer et aller dans le sens de ma collègue Hélène Lorme, je sais que je n'avais pas prévu d'intervenir, mais au vu de votre réaction, je suis assez surpris, notamment sur le document qu'on a évoqué tout à l'heure, sur le document de communication. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler l'ensemble des décisions de la jurisprudence administrative sur le sujet, qui s'appuie sur le CGCT, où il est rappelé systématiquement que sur l'ensemble des publications,
en réel et en virtuel. Ça concerne y compris les réseaux sociaux, ça comprend y compris le site internet de la collectivité. Dès qu'il y a une publication, il est obligé de mettre un espace dédié à l'ensemble des sensibilités de la collectivité. Et c'est pas parce qu'il y a quelques années, le document faisait référence, la jurisprudence est constante sur ce sujet, et je pourrais vous envoyer l'ensemble des références, mais voilà, je pense que pour les prochains documents qui seront publiés, je souhaite qu'il y ait une attention particulière qui soit apportée sur ces sujets-là. Enfin, sur la question des relations depuis le début, moi je suis un jeune élu, je découvre cette instance, je suis très surpris de l'absence de réponse à nos questions. Alors j'ai écrit le 28 octobre avec ma collègue Karina Ribet, le 28 octobre sur un courrier sur des situations particulières sur ce qui se passe dans un collège, je n'ai eu aucune réponse. Aucune réponse. Ah bah si vous en avez une aujourd'hui, je suis content. Le 9 décembre d'avoir une réponse à mon courrier du 28 octobre. J'ai eu 2 conseils d'administration sur le sujet et quand on m'a demandé la réponse, je lui ai dit je ne peux pas vous la donner parce que je n'ai pas eu des éléments de réponse ni d'accusé réception pour dire que mon courrier était bien arrivé parce que je me suis même posé la question de savoir si vous aviez bien eu ces informations-là. Également un peu de surprise dans l'organisation de la collectivité quand on reçoit ce matin, à 17h hier soir, les documents pour une commission à 14h aujourd'hui. Donc je veux bien comprendre la complexité de la transmission des documents, mais très sincèrement, on a parlé tout à l'heure du projet de mandat qui a été envoyé il y a 3 jours, mais recevoir des délibérations à 17h pour une commission à 14h, et on pourrait comme ça avoir un certain nombre d'exemples concrets à vous faire remonter. Donc vraiment, sincèrement, je comprends qu'il y a du temps d'installation, il y a eu des modifications, il y a l'arrivée du nouveau directeur, mais moi je vous fais vraiment une demande qu'on puisse avoir les documents dans les temps, qu'on puisse avoir le temps de s'en approprier. Moi, je sais, voilà, j'avoue, j'ai du temps à rentrer sur les dossiers. Je ne suis pas élu comme vous depuis un certain nombre d'années dans cette instance, et donc j'ai besoin de bien comprendre les différents documents. Donc voilà, en tout cas, c'est une demande qu'on puisse avoir des réponses à nos questions, qu'on puisse avoir les documents dans les temps pour qu'on puisse travailler sereinement. Après, moi, dans vos propos introductifs, et on reviendra sur les orientations budgétaires tout à l'heure, je partage cette volonté de travailler sur les 2 sujets que vous avez pu évoquer, sur la question notamment des aides sociales et de la protection de l'enfance. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a porter ce projet de mission d'évaluation qui permettra de venir nourrir nos réflexions et de permettre d'objectiver la situation. En effet, il y avait eu le rapport de la Chambre régionale des comptes, mais je pense qu'il était sur une période un petit peu différente. Et donc aujourd'hui, on a besoin de pouvoir nourrir nos réflexions autour de ces sujets-là. Et je partage en tout cas cette ambition de mettre ces 2 sujets sur la table de manière très forte sur 2022. Et sur la question du plan de mandature, moi voilà, je partage les expressions qu'il y a pu y avoir. Je souhaiterais qu'on puisse le reporter pour qu'on puisse prendre le temps, en commission ou par ailleurs, de pouvoir le travailler, l'échanger, l'enrichir. J'ai vu qu'il y avait des choses aussi intéressantes, mais j'ai vu aussi quelques oublis. Donc voilà, on pourrait aussi apporter notre pierre à l'édifice pour ce projet de mandature. Par rapport à votre courrier, oui, votre courrier, j'ai la réponse là, donc elle est partie. Alors, le temps que je la signe, moi je suis pourtant pratiquement tous les jours ici. Après, il y avait quand même un paquet de questions, et justifiées certainement. Hein. Donc, pardon ? Oui, c'est pour ça que j'ai reçu, avec Florence Gazin, on a reçu les principaux de collège hier matin. On leur a dit d'éviter lors d'un CA, c'est pas forcément le soir d'un CA où on va parler de la lampe qui est allumée, de ceci, de cela. Ils ont des interlocuteurs en direct du conseil départemental, des référents qui sont là aussi pour gérer toutes ces situations problématiques sur les bâtiments. Je pense que c'est aussi comme ça que ça doit se régler, et ne pas forcément redescendre au CA à chaque fois toute une liste de courses. Bon, là, donc, vous avez la réponse. Si elle n'est pas arrivée chez vous, elle va arriver. Elle est partie depuis quelques jours. Donc, effectivement, c'est une réponse très longue, très argumentée. Les services ont tout repris, toutes vos questions qui étaient nombreuses. Et puis, en vous transmettant des plans aussi, il y a vraiment une réponse très détaillée. On ne peut pas dire que c'est pas le genre de la maison de ne jamais répondre, de faire la sourde oreille, de ne pas répondre à des courriers, des sollicitations. Moi, je vous le dis, mais bon, après, croyez-moi si vous voulez. Donc, voilà, sur ce point-là. Sur la commission, je pense que vous êtes dans quelle commission Comment La commission A. Oui, donc Florence, tu tiens une commission, ta commission
Oui, mais habituellement, il y a toujours des commissions qui se réunissent pendant la session. Donc, je ne sais pas si l'ordre du jour n'a pas été transmis ou il y a peut-être eu un rapport complémentaire qui a été transmis. Donc, vous allez travailler en commission. Alors, si tu me permets, Marc, il y a un rapport complémentaire qui concerne les relais parentaux, mais c'est un dossier et notamment une présentation sur les relais parentaux qui ont déjà été... Voilà, bon, en général, on essaie de tenir les délais. On a un service des assemblées qui est très rigoureux dans ce domaine-là. Parfois, on raccourcit le délai, ça peut arriver. Sur la mission d'évaluation, OK. Le projet de mandat, bon, c'est vrai, bon, je veux bien le reporter, je rediscuterai avec mes collègues. Il y a eu des séminaires, vous avez tous participé à des séminaires. Non, vous n'avez pas participé à des séminaires? Si, voilà, c'était il y a longtemps. Des idées très sympathiques, très généreuses, enfin, très intéressantes. C'est une compilation de ce qui s'est dit en séminaire et ce qui s'est dit en commission. Vous n'avez pas été à tous les séminaires. Donc... Vous n'avez pas été à tous les séminaires. Vous étiez représenté dans chacune des commissions. Vous êtes deux. Donc... Et vous, entre vous, jamais vous réunissez pour échanger sur télé. Parce que nous, on a des réunions de groupe, par exemple, où on échange entre nous. On a une réunion d'exécutif où on se voit tous les vendredis, on échange sur tous les sujets. Et peut-être que vous n'avez pas cette démarche non plus entre vous. Donc, si. Bon, donc voilà. C'est toujours évident de saisir les synthèses de ces différents séminaires, parce que c'était des idées, une fois, très sympathiques, sans doute sur lesquelles on peut facilement adhérer. Mais je n'avais pas le sentiment que ça ait donné lieu à une synthèse organisée qui a été débattue, sur laquelle il y avait des priorités qui étaient faites. Et en plus, et c'est normal, chacun participait pour sa commission, quoi. Donc à un moment donné, c'est logique qu'il y ait une synthèse qui soit présentée, et c'est l'exercice que vous faites. Il y a eu des échanges, pourtant des échanges réguliers, et je pense que chaque président de commission, chaque présidente et président ont eu à cœur justement de proposer une démarche. Chacun s'appropriait la façon de faire le séminaire. Donc ensuite, il y a eu des propositions qui ont été faites et des notes qui ont été prises. Je pense qu'il y a eu des résumés, des comptes rendus de séminaires qui ont dû être faits par commission. Attendez. Hugues Rimbourg et puis Jean-Vincent Valliès et puis Alain Grandpierre. Oui, très rapidement. Ces séminaires étaient très intéressants, mais ils sont plus présentés comme un bilan de l'action engagée que comme un projet. On ne s'est pas imaginé dans les 7 années à venir. On a appris. Moi, j'étais nouvel élu, donc j'ai appris. C'était très intéressant. L'ensemble du champ couvert par la commission qui s'occupe d'agriculture et d'environnement. Et c'était très enrichissant, mais ça ne s'est jamais présenté comme la construction d'un projet. Et je rejoins mes collègues là-dessus. J'ai été surpris d'avoir ce document très tardivement, et j'aurais aimé participer à la construction du projet. J'aurais aimé qu'on en débatte et que ça soit clairement explicité que c'est effectivement le projet dont on parle. Et je pense qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour reprendre les éléments, hiérarchiser, trouver les priorités, et encore une fois dans une démarche constructive, mais là ça arrive trop tard. Merci. Bon. Vos priorités ne seront pas forcément les nôtres. Ou les nôtres ne seront pas forcément les vôtres non plus. Donc, voilà, à un moment, il faut faire des arbitrages, et ça appartient à la majorité. Mais en essayant toujours d'être, évidemment, on ne sera pas toujours en consensus, hein, ça, c'est pas possible. Mais évidemment, en essayant d'être le plus proche possible. Bien, Jean-Vincent Valliès. Merci, Président. Je ne rajouterai pas grand-chose à ce que viennent de dire les collègues, en particulier notre collègue Hugues. Je crois que c'est... Je crois que la question est assez simple, et sans vouloir vraiment stigmatiser les choses, parce que je crois qu'on se tromperait dans nos responsabilités de vouloir stigmatiser les choses. La question est très simple, Président. On a besoin d'un petit peu de temps. C'est pas plus compliqué que ça, pour l'ensemble des raisons qui viennent d'être indiquées par les uns et par les autres. Il y a une autre dimension que je veux évoquer, parce que la question d'ailleurs des engagements des uns et des autres, on pourrait en discuter sur les couleurs, parce qu'il y a des gens qui se situent dans un courant politique large, sans forcément d'être adhérent. Donc, exactement. Et donc, moi, je refuse cette stigmatisation. Je vous le dis, Président, je refuse cette stigmatisation. Voilà. Je reviens sur la question du projet. Un projet, ça se discute. Et ça ne se discute pas qu'entre nous.
Nous, avec Vanessa, on fait des réunions cantonales avec des concitoyens et avec des élus. Il faut qu'on ait le temps de pouvoir consulter ces gens-là. Et donc, pour pouvoir voir aussi la volonté de porter la vie de tous les Loiretains de notre canton, il faut qu'on ait du temps. Et ça n'est pas en 3 jours qu'on peut faire ça. D'ailleurs, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait recevoir ce document. Comment voulez-vous qu'on fasse de la concertation et de la démocratie participative avec nos concitoyens? Donc la question est simple, c'est une question de temps. Les uns les autres, Hugues vient de le dire. Et donc il faut qu'on ait un peu de temps pour pouvoir le faire correctement et participer à la construction, à la co-construction de ce projet. Et effectivement, il y aura des choix et vous serez bien évidemment tout à fait légitime, Président, à faire ces choix. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Bien, Marc. Oui, Florence, oui. Je vais répondre quand même sur l'ordre du jour de la commission 1, parce que j'ai vérifié, sauf... donc on a 2 points à l'ordre du jour, qui sont 2 points qu'on a déjà vus en commission du 4 novembre, qui concernent les relais parentaux, sur lesquels on a fait des arbitrages, et l'objet de la commission, qu'on a fait en commission, l'objet de la commission, c'est de récapituler ces arbitrages et de vous présenter uniquement le cahier des charges qui a été basé sur nos arbitrages. Il n'y a pas de point nouveau. Et il n'y a pas de point nouveau, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'actualisation du règlement d'aide sociale, ce n'est que l'intégration dans le règlement d'aide sociale des fiches de la stratégie Taquet que nous avons choisies ensemble, notamment lors du séminaire. Bien, allez, je vous propose de passer à Alain Grandpierre qui avait... Oui, Monsieur le Président, je suis membre de la commission F, moi, et donc nous nous sommes réunis en séminaire, et il me semble d'ailleurs que Christophe Chailloux fait partie de la même commission. Donc nous avons eu successivement tous les directeurs des différentes structures qui sont passés devant nous, qui nous ont expliqué les projets, etc. Notre présidente de commission nous a demandé notre avis, nous nous sommes prononcés, et suite à cela, nous avons eu un compte-rendu de ce séminaire, et je pense que c'est quelque chose de très démocratique qui a été fait dans le bon sens. Oui, je pense que ça s'est passé comme ça, mais bon, maintenant, chaque président peut peut-être aussi dire comment ils ont vu leur séminaire. On va pas revenir indéfiniment sur le sujet, mais bon, chaque président, chaque commission a travaillé avec les directions et il y a eu ensuite des comptes rendus en théorie qui ont été réalisés avec des grandes orientations. Mais bon, là, on a une compilation finalement de tout ce qui s'est dit lors de ces séminaires. Bien. Est-ce que c'est l'heure du XORI? Il semblerait, Président. Mais juste peut-être un mot, j'avais pas prévu d'intervenir sur ça, mais juste un mot sur ce qui vient d'être dit et la façon dont moi j'ai vécu cela. D'abord, il faut souligner que c'est un projet de mandat. Il n'y en a pas toujours eu. C'est le 2e projet de mandat. On est un certain nombre dans cette instance à ne pas avoir connu une période où, en fait, on découvrait au fil du temps éventuellement le cap et les différentes actions qui pouvaient être portées. C'est le 2e projet de mandat et donc je pense que c'est une bonne chose, c'est même indispensable d'avoir un mandat qui fixe les objectifs. Après, moi personnellement, j'ai vécu le séminaire comme un moment effectivement, comme le disait Hugues, où on faisait, notamment pour les nouveaux élus, le panorama des différentes compétences de la commission, mais aussi on travaillait sur le devenir. Et à l'issue du séminaire, il y avait un certain nombre de points qui étaient actés comme étant les lignes de force du projet de mandat. Après, pour ma part, je peux comprendre qu'il faille un petit peu de temps et personnellement, moi, je ne verrais pas d'inconvénient à ce qu'on reporte ce point de façon à laisser à la minorité la possibilité de réfléchir, mais ça vous appartient, Président, et à l'exécutif. Quelques mots donc sur un texte de loi, puisque vous me demandez de parler de l'actualité législative. Probablement Marianne aurait été plus à même que moi d'en parler, puisque le texte de loi qui nous concerne plus spécifiquement, qui est le texte 3DS, après avoir été discuté au Sénat au mois de juillet et quelque peu alourdi au Sénat, puisque au départ il comportait 84 amendements et à l'issue du passage au Sénat, il en comportait 217 pour un texte de loi qui avait été présenté
pour beaucoup, enfin, les commentaires considéraient que c'était un texte de loi qui était un peu une coquille vide, et donc cette coquille a été quelque peu remplie par les sénateurs pour apporter plus de consistance. Et donc maintenant, ce texte est à l'Assemblée nationale. Il y a eu 1565 amendements qui ont été déposés. 480 amendements ont été adoptés en commission et il est actuellement en discussion en séance publique, laquelle séance publique continuera jusqu'au 17 décembre où l'Assemblée nationale se prononcera sur ce texte. Ce que je regrette, c'est que ces 480 amendements, pour beaucoup, ils concernent des mesures qui avaient été proposées par le Sénat et ces mesures du Sénat, elles étaient destinées à muscler les compétences des départements et des régions et d'assouplir les relations entre les communes et l'intercommunalité. Et tout ça a été passé à la trappe et il ne reste quasiment plus rien du travail du Sénat. Alors, je ne vais pas vous lister tout ce qui a été retiré, mais quand même vous indiquer quelques points qui me semblent importants. Tout ce qui était concernait les mesures qui permettaient de donner plus d'autonomie aux départements sur la gestion du RSA et de son contrôle, tout ça existe. De façon plus anecdotique, mais quand même, il a été supprimé l'article qui permettait aux départements de définir et de mettre en œuvre un régime propre d'aide en matière d'agriculture et de pêche. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut passer par la région, les uns et les autres, vous savez qu'il faut passer par la région pour définir les aides en matière d'agriculture. Les assouplissements visant à faciliter la scission au niveau des communes d'un EPCI et les transferts de compétences à la carte, ça a été supprimé. Et on a parlé tout à l'heure de l'éolien. Le droit de veto conféré au conseil municipal concernant l'implantation d'un parc éolien a été supprimé. Ça, on peut comprendre parce que, bien sûr, ça pouvait aller dans le sens contraire de l'évolution du parc éolien. Mais en même temps, la faculté d'une région pour augmenter la distance minimale entre un pylône et une habitation a été supprimée aussi. La présidence conjointe au conseil d'administration des ARS, présidente conjointe du préfet de région et du président de région a été supprimée. Il y a eu la suppression des dispositions qui prévoyaient que les dépenses de solidarité sociale des collectivités territoriales soient exclues de tout objectif national visant à encadrer les dépenses de fonctionnement des collectivités, etc. etc. Tout est ainsi, et donc c'est une forme de déception. Une petite satisfaction, notamment pour le service juridique du département, la direction du Conseil des affaires juridiques, puisqu'il y a un des amendements qui m'avait été proposé par le service et que j'ai porté, qui concernait la simplification des procédures en matière de diagnostic d'archéologie préventive, qui pour l'instant est encore dans le texte. On verra après la session publique, la séance publique. Et donc tout cela, pour moi, est d'une part la négation du travail parlementaire, et c'est tout à fait dommageable. C'est la négation des caractéristiques du Sénat, qui est l'Assemblée des territoires. Alors que la ministre des collectivités et le Premier ministre affirment vouloir aboutir sur ce texte, ça n'en prend pas le chemin. Et du coup, si la CMP n'est pas conclusive, ça veut dire que le texte ne sera pas adapté dans cette mandature. Or, même si ce n'est pas un texte de décentralisation, et moi je le regrette, puisque à la DF, vous en avez parlé, Président, tous les intervenants de tous bords, que ce soit Jean-François Debat, le maire de PS de Bourg-en-Bresse, ou le président du groupe des présidents du conseil départementaux de gauche, Jean-Luc Glaise, le centriste François Sauvadet, président de l'ADF, les intervenants de droite comme Laurent Wauquiez pour la région ou Gérard Larcher pour le département, tous ont insisté fortement sur le fait qu'on devait avoir plus de décentralisation et qu'il fallait restituer une forme d'autonomie financière aux départements et aux collectivités d'une façon générale. Eh bien, le Premier ministre, dans son discours de clôture, n'a pas dit un mot de cela. Il est resté sur des choses finalement assez secondaires, mais sur l'essentiel, il n'en a pas parlé. Et donc, personnellement, je regrette cette position du Premier ministre et du gouvernement. Je regrette que la loi, vraisemblablement, cette loi, même si elle n'apportait pas grand-chose, 3DS, ne soit pas adoptée dans ce mandat, parce que
Quand on prend les différents présidents de la République qui se sont succédés, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, tous, d'une façon ou d'une autre, ont essayé d'apporter quelque chose en termes de décentralisation, de façon plus ou moins importante, de façon plus ou moins réussie, parfois pas du tout, mais ils ont tous fait quelque chose. Seul, dans cette mandature n'aura rien apporté en matière de décentralisation, alors même que c'est l'attente la plus forte des élus locaux, que ce soit au niveau des mairies, des départements ou des régions, et je le regrette. Bien, effectivement, je souscris pleinement à ce que vous venez de dire, chers collègues, sénateurs. Et l'avantage d'avoir un double mandat, je pense que c'est justement ces échanges entre le Conseil départemental et le Sénat. Et tu as un relais, un bon relais, et ça nous permet, nous, d'avoir des retours, et puis, dans le même temps aussi, de vous informer, peut-être de vous aider à monter des amendements, comme ça a été le cas, pour pouvoir faire remonter le besoin du territoire. Bon, on voit bien que la montagne va accoucher d'une souris, hein, c'est clair. On voit bien que cette loi 3DS, qui était à une époque c'était 4D, mais décomplexification, c'était un peu compliqué, donc on a mis une simplification, mais finalement il n'y a rien de tout ça, enfin pas grand-chose. On nous a dit au congrès de l'ADF le transfert de l'autorité fonctionnelle des gestionnaires aux collectivités, que ce soit région ou département. L'autorité fonctionnelle, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc bon. Bien, merci pour ce résumé, merci d'avoir planté le décor. Et on va attendre, voir si cette loi sera bien adoptée sous cette mandature ou sous la prochaine, si on reste dans la même majorité, évidemment. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, dans le programme, ce sont les commissions qui se réunissent en suivant. Je vous rappelle aussi que le déjeuner se fera sous forme de plateau repas dans vos salles de commission, rapidement si vous pouvez. Donc, ça sera en gros jusqu'à midi, enfin jusqu'à 1h moins le quart, donc 12h45 maximum, pour qu'après on puisse tous redescendre dans le hall, où là, il y a encore les travaux sur la COP interne. Il y a 3 tables avec les différents avis qui ont été émis. Il y a 28 propositions. Donc, vous pourrez vous installer par table. Et donc, je ne sais pas s'il y a déjà des élus qui ont été fléchés sur l'une ou l'autre des tables. Mais ensuite, on travaille jusqu'à 14h15, 14h30 sur la COP interne. Oui, ça a été envoyé dans le programme, me semble-t-il. Non, Rosa? Président, je crois qu'on est un peu paumé là. Est-ce que vous pourriez... Parce que moi, je n'ai pas reçu... On a une révision, mais moi, perso, je n'ai pas pu la télécharger, je crois. On a eu l'information qu'il y avait des temps de réflexion, mais je n'ai pas le sentiment qu'on ait reçu un... Alors, Sandrine... Vous pourriez nous donner le timing? Non, attendez, je donne la parole à Sandrine. Un mail a été envoyé le 1er décembre à l'ensemble des élus, minorités, majorités, qui décrivait les séquences de la COP, donc celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Et dans ce mail, il y avait à la fois le lien pour aller voter sur les 28 actions et le lien pour télécharger le document qui a été élaboré et qui reprend les 28 actions en synthèse pour que tout à l'heure, les groupes puissent travailler, choisir entre les scénarios A ou B, amender, annuler, proposer de nouvelles actions. Ça a été envoyé il y a une semaine. À l'origine, on devait déjeuner en bas dans le hall en travaillant sur la COP interne. Or, on ne souhaite pas que tout le monde se mélange pour le déjeuner. Donc, j'ai proposé, ça ne change rien, c'est-à-dire que vous aurez aussi un travail pendant le repas, enfin, juste après, à condition de déjeuner assez vite, sur la COP interne, sur les 3 tables qui ont été... ça, je l'ai vu passer, ce Simplement, c'est une clarification sur le timing, c'est tout. Pourquoi? C'est-à-dire que ça nous donne pratiquement... Non, mais simplement, est-ce que, Président, vous pouvez nous dire le timing de cette journée, le déroulé, c'est tout? Eh bien, le déroulé, c'est pas compliqué. Vous avez, là, vous réunissez vos commissions, les présidents vous réunissent en commission pendant le temps qu'il faut, peut-être 1 heure. Le déjeuner aura lieu, en gros, de midi à 12h45 dans vos salles de commission, des plateaux repas, parce que je ne veux pas que nous déjeunions tous en bas dans le hall. Ce qui était prévu initialement, c'était qu'on prenait le repas dans le hall tous ensemble en travaillant sur la COP interne. Donc là, 12h45, vous redescendez, travail jusqu'à 14h30. Enfin, on reprend la séance publique à 14h30 et on
on passe tous nos rapports jusqu'à 17h30, fin de la journée 17h30. Et ensuite, demain matin, nous reprenons. Alors, on verra. Donc, on reprendra ça. On définira ce soir à quelle heure on reprend. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe, parce que parfois, on a de l'avance, parfois, on a du retard. Il y aura un marché de producteurs demain matin à 9h. 9h30, on reprend les séances publiques. Il y aura la troisième séquence COP interne vers 11h30. Ce sera la fin de la matinée. Et le CA du SDIS pour les membres du SDIS dans l'après-midi à 14h. Donc, le planning, en général, vous l'avez. Il vous a envoyé. Là, il a été simplement révisé sur le fait de déjeuner dans les salles de commission. Et il me semble que c'est un menu végétarien. Oui, Monsieur le Président. Un menu végétarien, oui, absolument. Oui. Voilà, donc on va apprendre à manger végétarien. Là, pour ma part, ce sera une première. Ah. Bon, voilà, donc je vous propose d'aller dans vos salles de commission. Et puis rendez-vous à 12h45 au plus tard dans le hall pour la COP interne.